magie ne viendra pas de n'importe où, mais des autres. C'est ici. De Pambane, chacun avec ses problèmes, chacun avec ses difficultés. Amani. On avance, on tourne à Pambane de manière... La vie, elle est réelle. Ces problèmes que nous rencontrons, ce sont nos réels problèmes. Maintenant, là, on est en train de parler. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir avoir $1000. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être je suis sur cette table. Je n'ai même pas $100. Mais je ne veux pas passer ma vie en train de me plaindre, mais que je puisse plutôt essayer de voir du bon côté des choses. Quand j'ai des problèmes, et c'est la chance que nous avons, je vais le dire, ce n'est pas une théorie. Nous avons la chance d'avoir des problèmes. Et les problèmes créent des entrepreneurs. Quand on inverse la façon de voir ce qui nous arrive. Quand on inverse la façon de voir ce qui nous arrive. Pas comme si Maïcha et Naïcha, on est en train de parler avec tout le monde. Non, hakuna makuta jo banki zinafunga. Oui, banki zifungule saa hizi zinafungula. Uko na ngapi ndani? Sur le NNP Podcast, une nouvelle semaine qui commence avec une nouvelle personnalité. C'est ce podcast où nous discutons avec différents invités sur la croissance économique, mais aussi l'industrie créative en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique. Et aujourd'hui, on reçoit une personnalité de taille dans la ville que je ne saurais pas présenter personnellement, et que je vais laisser s'introduire, en tout cas de la manière la plus bonne possible. Karibou Mwalimu, c'est comme ça comme j'écoute les gens t'appeler dans le couloir. Asante sana. C'est un grand plaisir d'être là. Merci Jerry. Alors, c'est quoi cette présentation qui vous définit les mieux? Je m'appelle déjà Hilaire. Hilaire Aganze Maheche, je suis formateur, entrepreneur et coach. Je fais du coaching en développement personnel, en communication globale, mais aussi de la communication avec ses différentes dimensions, dans le sens de l'art oratoire notamment, dans le sens du profilage, mais aussi dans le sens du personal branding. Et à côté de cela, je suis aussi chercheur et enseignant d'université. Wow, ça fait beaucoup. Comment tu navigues dans tout ça? Je pense que c'est question de prioriser, mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que le tout converge autour de la communication. Du coup, ça me facilite un tout petit peu la tâche quand il faut faire tout ce que je fais, puisque c'est des activités qui se complètent, mais aussi j'apprends dans toutes ces activités pour essayer d'être plus ou moins efficace partout, mais autour de la question de la communication, qui me passionne d'ailleurs. Parle-nous de ces parcours de la jeunesse qui t'a amené à ce que tu es, à tout ce que tu es aujourd'hui. Parce que je vois que c'est beaucoup de choses. C'est un rêve d'enfance ou c'est quelque chose qui est venu juste comme ça? Alors, ça fait une grande histoire déjà. Tout commence en fait quand je commence le secondaire, déjà en première année. Je commence à aimer le monde de la scène et je commence par la danse. J'étais danseur à la base, c'est ma toute première montée en scène. Je faisais du hip-hop, je faisais le R&B également et des imitations de Michael Jackson et voilà. C'était quoi ton nom de scène? Aggie Jackson. Aggie Jackson. Ouais, c'était ça, Aggie Jackson. Et c'est un monde que j'ai beaucoup aimé déjà, puisque c'est déjà une figure qui m'inspirait, qui m'intriguait et que je voulais à tout prix comprendre, jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui pense que je pouvais faire autre chose un peu plus mieux et qui peut-être était plus convenable, selon lui, puisque pour moi, ce n'était pas convenable. Et il m'introduit dans la question du débat. Il m'apprend à faire du débat, je n'oublierai jamais son nom, il s'appelle Freddy Farini, Wassamba. Il évolue au Québec pour le moment. Et Freddy qui m'invite pour faire la formation en débat. Je participe à la formation. Après, ça commence à devenir une passion. Ça commence à devenir un passe-temps, puisque après, il fallait préparer des matchs, il fallait à tout prix que je sois en train de lire, il fallait à tout prix que je sois dans des discussions avec des amis, avec mes co-débatteurs et tout. Il y avait toujours un match à préparer, jusqu'à ce que nous participions en 2011 à un concours régional de débat que j'ai perdu, et au profit d'un monsieur que j'oublierai jamais non plus. Il s'appelle Mohemezi Safina Emmanuel. Aujourd'hui, il est médecin au Rwanda. Il a été premier en 2011.
En 2012, j'ai la chance de reparticiper encore au concours régional de débat jusqu'à ce que j'ai la première place de la région. Et après le concours de débat, on me retient comme facilitateur en débat et en art oratoire. Et c'est comme ça que je commence à participer dans des activités transfrontalières avec le Club des Jeunes pour la Vie, notamment, que je remercie en passant. Ils m'ont beaucoup donné, ils m'ont beaucoup appris. Et avec cette passion, je crée le Gargi qui aujourd'hui évolue sur Goma, puisque je devais avoir un moment pour passer du temps en dehors de mon cercle habituel avant, avec des danseurs avec qui je passais du temps. Et c'était pas toujours catholique, mais après, j'ai eu un autre passe-temps, c'était le débat. Ça m'a vraiment passionné, ça me prenait tout le temps. J'étais tout le temps en train de préparer un match qui devait venir, tout le temps en train de préparer une session qui devait venir. Et je me rappelle une fois dans une des sessions avec le Cross Border Peace Week, dans une des activités, on nous demande chacun de se faire une lettre dans 5 ans. Qu'est-ce que vous serez dans 5 ans? Je prends un bout de papier, j'avais 17 ans, et j'écris. Je dis, dans 5 ans, j'aurai fini mes études à l'université et je serai enseignant d'université. Juste comme ça, et je commence à me dire, ok, je travaille là-dessus pour que cela arrive. Comme une façon de me faire plaisir, tout simplement, mais je ne prenais pas trop au sérieux la question. Et à côté de cela, j'avais déjà commencé à suivre des cours de développement personnel en ligne, notamment le défi des 9 jours avec Franck Nicolas, le défi de 21 jours avec David Laroche. Et je suivais aussi plusieurs autres personnes qui parlaient de développement personnel. Et c'est en 2016, je me rappelle exactement, que j'ai entendu parler du développement personnel. Et petit à petit, j'étais déjà à l'université, bien entendu. Je découvre le développement personnel. Et puis après, il y a mon travail. Je travaillais avant dans les médias, à Michapi Voice TV, dans le Journal du Monde. Je quitte Michapi Voice TV, je vais travailler à Business Without Borders. Et à Business Without Borders, pendant que j'étais encore étudiant, j'ai la possibilité de pouvoir finir mes études. Et à mes 22 ans, comme par hasard, je suis retenu comme enseignant à l'université, à la Sapientia où j'avais commencé. Et c'était un peu comme un déclic, puisque déjà avant, je commençais à faire du coaching, mais c'était un peu trop protocolaire, puisque mes enseignants m'ont demandé de le faire sans comprendre en fait ce qu'il en était. Et le grand problème d'ailleurs que j'ai rencontré pendant cette période, c'était que j'arrivais à faire du coaching en me prenant comme celui qui doit donner des réponses aux questions. C'est-à-dire, tu viens me voir, je suis censé tout savoir pour te donner des réponses et te dire ce que tu dois faire. Sans savoir, bien entendu, c'était quoi le coaching au début. Ça m'a vraiment, vraiment coûté. Ça a commencé à peser. Je sentais que je portais le poids de plusieurs personnes que j'accompagnais. Je n'avais pas les épaules assez larges pour ça. Et j'ai sombré encore pendant une certaine période dans l'alcool, dans la cigarette et tout ce qui va avec. C'est vrai? Ouais. Tu n'en as pas l'air. Ah oui, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. J'ai sombré pendant un certain moment, puisqu'au fond, je n'avais pas des épaules pour porter ça. J'ai tout arrêté. Même les initiatives avec le Gargi, les initiatives avec des projets personnels que je pouvais entreprendre, j'ai tout arrêté. Parce que je me disais, ça ne vaut pas la peine de prendre la vie au sérieux. Dans tous les cas, nous n'en sortirons pas vivants, comme le dit si bien Bob Marley. Et jusqu'à ce qu'un jour, je l'ai dit encore récemment, que j'ai donné la session sur le storytelling, je tombe sur un monsieur, il m'a invité à sa conférence, et pendant sa conférence, il est en train de présenter. J'étais là, suspendu sur ses lèvres, il était en train de parler, c'était tellement profond. Et après, il me dit, Hilaire, si j'ai commencé à prendre ma vie au sérieux, c'est plus que je t'ai rencontré dans ma vie. C'était ça l'autre déclic qui m'a rappelé que je devrais aussi prendre ma vie au sérieux, plus ou moins. Et je repris le programme de coaching, mais avec une méthodologie différente, tout en sachant que je ne suis pas là pour donner des réponses, je suis là juste pour écouter et pour qu'ensemble, nous puissions trouver des réponses. Voilà un peu ce parcours. Après, je suis à l'université, je travaille là-bas comme enseignant, aussi comme facilitateur dans plusieurs programmes dans différentes universités, dans différentes organisations des jeunes. Et ça me passionne, j'aime ça et je me sens vivant avec tout ça. Voilà en bref ce que je peux dire de ma petite histoire. J'aimerais revenir un peu en arrière par rapport à votre histoire. Vous êtes ce jeune homme inspiré par Michael Jackson. Vous aimiez faire ça sur scène. Et du coup, il y a un monsieur qui s'appelle Farini qui vous persuade d'aller dans l'art du débat. C'était quoi cette influence que cette personne avait sur vous jusqu'à ce que
vous décidez de les suivre? Parce que j'imagine que danser, c'est trop fun, comparé à faire les débats, c'est un peu trop intellectuel et tout ça, trop intello. Et c'est quoi cette influence? Voilà, ça n'a pas été facile déjà au début. Il était dans une organisation avec mon grand frère. Alors, toutes les fois qu'ils avaient des activités, il m'invitait pour venir prester. Et il me disait qu'il était parmi mes grands fans quand j'étais sur scène. Et puisqu'on commençait à se côtoyer, je l'appréciais bien. Et il arrivait souvent à la maison, tellement il travaillait avec mon grand frère, Landry Maéché, que je cite en passant. Un jour, il me dit, je voudrais qu'en plus de la danse, tu puisses aussi participer aux activités que nous organisons en colonie des vacances. Et déjà, je ne voulais pas. Il a insisté plusieurs fois. Un jour, je dis, bon, ok, je viens pour lui faire plaisir. Tellement il a insisté. Il y avait Freddy Farini et Thierry Wassin. Thierry, j'oublie un peu le post-nom. Ils étaient tellement amis, et mon grand frère aussi, ils ont insisté, ben voilà, je suis allé là-bas. Il y a aussi Bijou Kamari qui était membre de cette organisation. C'était vraiment des jeunes qui étaient tellement dévoués à encadrer des enfants, des jeunes également. Et moi, je n'avais pas le temps pour ça. Donc, faites vos organisations, faites vos programmes. Quand vous allez clôturer, invitez-moi. Moi, je vais prester. Après, je rentre. Je continue, je fais ma vie. Je suis arrivé. En plus du débat, j'ai participé à un concours d'orthographe. Donc, il y a eu le concours d'orthographe. À côté, il y a eu la formation en débat. On a fait des petites équipes. Freddy lui-même, il était champion régional. Et il a dit, je voudrais que ce soit toi qui prennes ce titre après moi. C'était comme une blague, comme ça, puisqu'il est devenu mon coach quand je préparais mes matchs. Et voilà, il arrive que j'ai pris le titre, puisque j'ai commencé à prendre goût à ça, j'ai aimé ça. Et depuis lors, j'ai commencé à passer mon temps aussi à former d'autres jeunes, à faire comme il m'a aidé à le faire, ou du moins ils m'ont aidé ensemble à le faire. Et après, le Gargi a aussi, après que je sois rentré, parce qu'il fallait juste être d'une certaine école secondaire pour participer, mais je demandais à ce que nous puissions aussi inscrire le Gargi, qui n'était pas une école, mais qui était juste une organisation des jeunes. Et heureusement, ils ont accepté d'apprendre le Gargi chaque fois qu'il y avait concours régional. Et c'est comme ça qu'on a commencé à former des jeunes également, qu'on envoyait en concours régional. Et on a eu d'autres personnes qui ont remporté le trophée et qui ont commencé à former. Et jusqu'aujourd'hui, d'autres jeunes continuent à former d'autres jeunes. Et pour moi, je me dis, waouh, ça, c'est une grande récompense. Wow, c'est juste incroyable comment, juste comme ça, quelqu'un voit quelque chose dans toi. Peut-être que toi, tu ne voyais pas à cette époque. Et que tu arrives à développer. Est-ce que tu es fier de la personne que tu es aujourd'hui? Je suis très fier et je suis surtout fier parce que je le lui ai déjà dit. Je lui ai dit, je suis très très fier de ce que tu m'as donné, quoi. C'était tout son temps qu'il donnait. Moi, je ne voyais pas ce qu'il voyait, en fait. Tout le temps, il m'appelait. À la limite, il me harcelait, en fait, pour que je participe au programme, que je fasse une formation. Et plus tard, je rencontre son grand frère encore dans les médias. Quand je commence à Michapi, c'est son grand frère qui m'accueille. Et c'est encore son grand frère qui me coach à Michapi. Donc, c'est comme un hasard. Et je l'ai dit d'ailleurs à son grand frère. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est pas mort. Il est encore en vie, Freddy. Mais encore célibataire. Il est encore en vie, il vit au Québec. Et je crois que je suis très fier, en fait. Toutes les fois que je lui parle, je sais, on peut discuter, parler comme amis, mais je sais que je suis en train de parler à un coach. Et tu le conseilles un peu de se marier ou... Bien sûr, j'insiste d'ailleurs, il faut qu'il se marie. Et si il y avait vraiment jusqu'à aujourd'hui, s'il y avait une seule chose pour laquelle tu devrais être très fier, ça serait quoi particulièrement? Le Gargi. Le Gargi. Je me rappelle à l'époque qu'on a commencé le Gargi en 2010, 2011, ouais, quelque chose comme ça. On a eu à former plusieurs jeunes. Au début, on ne savait pas ce qu'on voulait, en fait. C'était juste des jeunes qui n'avaient pas affaire au quartier, qui devaient se retrouver, passer du temps et avoir l'air des intellectuels ou de ce qu'ils veulent, savent de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ça veut dire quoi, l'air des intellectuels? On ne savait pas ce qu'on faisait, en fait. Vous avez juste envie de paraître... d'être ensemble, oui. D'être ensemble, puisque les associations existent. Les jeunes, il arrive qu'ils se mettent ensemble. Alors, mettons-nous ensemble. C'est comme ça que ça a commencé. Et au début... là, j'ai commencé à apprendre. Et j'ai dit toujours, ma grande école, c'était le Gargi. Et le plus grand conseil que je puisse donner à quelqu'un aujourd'hui, un jeune,
c'est d'intégrer le monde associatif. Pas pour aller courir derrière des députés, c'est pas moi qui et tout, non. Pour essayer d'expérimenter la vie en communauté, en association, en tant que bénévole. On a travaillé sur plusieurs projets. J'ai vu l'impact de ces projets-là. Je suis tellement fier de ce travail, mais on n'a eu aucun financement. C'est parfois des mobilisations qu'on a faites avec des jeunes. On leur demande, on leur vend une idée, et après on leur dit, il faut qu'on arrive à tel résultat. Et je voyais des jeunes mobilisés, sans rien attendre en retour, sans salaire, mobilisés pour arriver à exécuter ou à réaliser une certaine activité. Et moi, je voyais ça, je me disais, c'était ça la dette que j'avais en face du Gargi. Après, il y a eu scission. Il y a certains qui ont dit, OK, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on aille chercher de l'argent. Ou alors parce qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à venir derrière le Gargi. En 2011 déjà, pendant les élections en 2011, certains politiques et tout, qui voulaient que le Gargi puisse aider à servir leur cause. Et je disais toujours non. Mes collaborateurs, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et moi, je leur disais, on peut tout perdre, mais il ne faudrait pas qu'on touche à l'âme de l'organisation. Parce qu'à la base, nous sommes là parce que nous voulons essayer d'apporter une certaine valeur. Et il ne faudrait pas que l'on laisse n'importe qui corrompre ces valeurs-là. Et après, il y a eu des scissions, des organisations qui sont allées des scissions en scission. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se demandent comment vous faites pour que le Gargi tienne. Je ne suis plus très actif au Gargi. Et parfois, je dis aux membres de l'organisation, j'ai fait ma part, j'ai donné tout ce que je pouvais. C'est à vous maintenant de former les autres. Aujourd'hui, je siège au conseil d'administration, mais je suis très fier de l'énergie nouvelle qui arrive chez le Gargi. Il y a 2 semaines, ils m'ont invité pour une session de formation sur le storytelling. J'arrive, je vois l'énergie nouvelle qu'il y a dans l'organisation. J'ai dit, ça, c'est pas Hilaire qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait. Sinon, moi-même, je ne pouvais pas arriver à ça. J'ai juste eu la chance de rencontrer des jeunes qui, comme moi, avaient le souci de pouvoir arriver à aider, réellement aider. Et aujourd'hui, les travaux de Gargi, après le projet sur le fonds Odari, on est en train de travailler sur la remise en question du travail des ONG. Et je vois le travail, je dis, ah ok, c'est à ce niveau que nous sommes. Arriver à questionner sur l'impact des ONG qui arrivent chez nous, est-ce qu'elles valent vraiment la peine? Est-ce qu'elles viennent pour vraiment nous aider ou elles viennent simplement pour justifier des fonds? C'est tout un rapport que le Gargi vient de produire. Et quand je dis ce travail, je compare à ce que le Gargi était à la base. Quand on ne savait même pas ce qu'on voulait faire, j'ai dit, on a fait du chemin. Et ces rapports existent? Oui, il existe. Waouh! Ouais. C'est juste incroyable. Et comment ces parcours a défini aussi le choix des études que tu devais faire? Pourquoi tu n'as pas choisi de continuer avec, je sais pas, l'oratoire à l'université, peut-être quelque chose de beaucoup plus, vraiment profondément similaire à ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le choix? Alors, par rapport au choix à l'université, c'était aussi un autre débat. Et encore une fois, c'était pas moi. En 4e, j'avais déjà choisi le droit. Je voulais faire le droit. Mais à côté de cela, j'étais un peu coincé entre ma passion, ce que je veux, et ce que je voudrais essayer d'expérimenter. Mon frère aîné, il est dans le domaine de la communication depuis très longtemps. Jean Didier Maéché, je cite. Et je crois qu'il avait une grande influence sur moi. Je le voyais faire. Et il était aussi musicien avec le Jam Jam. Il faisait du reggae. Je le voyais faire. C'était un peu comme un idole. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Après, il était journaliste à la RTNC. J'aimais bien ce qu'il faisait. Mais après, je me disais, je ne veux pas vraiment être journaliste. Mais j'aime bien ce monde-là. Sans savoir que c'est le monde de la com, sans vraiment savoir, sans idée ou quoi que ce soit. Et en 4e, j'aimais le droit. J'ai eu un bel enseignant de droit, il s'appelle Galangua Augustin, je le salue en passant également. Il était passionné par ce qu'il nous enseignait. Et il a créé un certain goût du droit en moi. Je voulais faire le droit. Et mon frère, avec qui est aussi un grand ami, Maître Alain Sanzimouami, avec qui j'avais des discussions juridiques très souvent, étant encore à l'école secondaire, on passait du temps en train de discuter des casus juridiques et tout. J'aimais ça, en fait. J'arrive en 6e, je change d'idée. Je commence à me dire, finalement, le droit, je pense que c'est pas mon truc. Je vais faire la psychologie. Mon enseignant de psychologie, c'était mon grand frère, Jean-Baptiste Maéché.
qui aussi avait une certaine particularité d'enseigner. Et aujourd'hui, je me dis, je continue à être passionné par la psychologie et je lis beaucoup sur la psychologie et c'est un peu grâce à lui. Et je me dis, je vais faire la psychologie finalement. Et à côté de cela, pendant la même période, on est avec Michael Calamo, nous commençons à faire de voice acting avec Niagongo Goma Productions, tu te rappelles? Je me rappelle, on a fait une session chez toi à la maison, Ouais. avec Martin et Emmanuela Zandi de Fonarève aujourd'hui, et Michael Calamo de MNKF. On se met, on fait des voice acting, et c'est pendant cette période en fait que j'ai commencé à avoir un peu la passion, à découvrir un tout petit peu. J'entendais parler de la com, mais j'avais aucune idée en fait. Et voilà, on commence à toucher un tout petit peu, à sentir c'est quoi et tout. Et ça commence à prendre goût petit à petit. Et c'était vraiment au début des NNP, à cette période-là. Ouais. Je me rappelle, oh là là, tu viens de me rappeler beaucoup d'histoires en fait. Je me rappelle, là, on venait juste d'avoir une discussion avec Michael. Ouais. C'était juste dans les quartiers. Et il est venu à côté de moi. Il m'a dit, mais vous aviez commencé un truc là, je sais pas, et tout. Où est-ce que vous en êtes? Parce qu'on avait commencé avec Martin, tout le monde est parti là où il devait partir. Et moi, je commençais à travailler dans une organisation et tout. Ouais. Il m'a dit, mais pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi on ne devrait pas recommencer? Puis je lui ai dit, c'est vrai, ça devrait recommencer. Et c'est là que j'ai dit, ok, on commence par quoi? Et là, j'avais un collègue à l'organisation. Je lui ai dit, écoute, on veut commencer une organisation, mais on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va commencer. Et lui, il a dit, rassemble toutes les personnes possibles que tu penses connaître et essayons de faire l'analyse. C'est la première fois que je fais l'analyse saute. Okay. Pour une petite organisation. Alors, on a commencé à analyser c'était quoi nos forces, c'était quoi nos faiblesses, c'était quoi les opportunités qu'il y avait, qu'est-ce qu'on pensait qu'on pouvait faire. Et là, on s'est dit, la simple des choses qu'on pouvait faire, c'était les voir. Ouais. Et on se disait peut-être les radios allaient aimer et tout ça. Et c'est là que Michael me dit, non, je connais des gens. On entre en contact avec Grady Mirouho, avec... Grady, Emmanuela et tout ça. Et Emmanuela a fait des superbes voix. Justement. Et là, on recherchait cette voix rock. Là, on s'est dit non, Hilaire, Michael, t'as cherché. On s'est dit, ok, on essaye de faire quelque chose. Et aujourd'hui... je suis impressionné par le travail. C'est tout ça. Exact. Waouh, c'est juste incroyable que tu me ramènes à cette époque-là. Justement. Et c'est de là que tu as décidé... C'était parmi les choses, en fait, j'ai aimé le sérieux. En passant, j'ai beaucoup aimé le sérieux du travail qu'on faisait. C'était avec des moyens modestes. C'était dans ton appartement. Je crois d'ailleurs qu'on faisait des enregistrements. On arrive, on regarde des dessins animés pour dire, OK, il faut que ça nous inspire, il faut. On regarde des dessins animés, après on dit, OK, on essaye. On fait le voice acting. Le concept voice acting, c'était la première fois pour moi de l'entendre. Et voilà, on fait le voice acting. Après, ça a aidé. Mais bon, ça a donné un goût. Après, j'ai mon diplôme. Il me faut choisir une filière. Je suis à la maison. Il y a mon père qui dit, des gens sont venus nous sensibiliser au bureau. Il travaillait à la coordination des écoles conventionnelles catholiques, paix à son âme, parce qu'il m'a beaucoup aidé. C'était vraiment un mentor pour moi. Il dit, j'ai vu une filière qui semblait décrire ton profil. J'ai dit, OK, c'est quoi cette filière? Il était aussi au courant que j'étais en train de nager entre le droit et la psychologie, mais la psychologie semblait l'emporter. Il dit, on m'a parlé de la communication. À l'époque, c'était communication et développement. Je dis, OK, j'essaie de lire la présentation de cette filière. J'ai dit, ça me parle en fait. Je pense que c'est vraiment au carrefour de ma passion et de mes aspirations. Ça les met ensemble. OK, je vais voir. Et c'est comme ça que je suis allé prendre inscription. Il y avait la communication à l'UNEGOM à l'époque et à la Sapientia. Seulement les deux institutions.
Et je ne sais pas pourquoi, j'ai rencontré encore, pendant la même période, lors de la messe des finalistes, l'ancien recteur de l'Université catholique La Sapientia, le professeur Innocent Nyarindekwe. Il a dit la messe. Et après la messe, j'ai eu le temps de discuter un peu avec lui, pour poser des petites questions, pour essayer de comprendre un peu la vision de l'institution et tout ce qui va avec. Juste comme ça, comme n'importe qui pouvait venir. Et je suis allé à La Sapientia. Il y a beaucoup d'amis qui me disaient, mais Kinyumba, il est au Fani. On a commencé à l'ICIJ pour prendre l'inscription d'un ami, Gloire Bungo, qui est aujourd'hui évangéliste. On descend à l'ULPGL, on prend l'inscription de plusieurs amis qui se sont inscrits en Polytechnique. L'ingénieur Tony Boendoa, l'ingénieur Oscar Fataki et plusieurs autres, l'ingénieur Mereichi Balonza, qui ont pris l'inscription en génie civil. On était vraiment amis. Ils m'ont accompagné. J'ai dit, moi, j'irai à La Sapientia. J'ai dit oui, je vais aller à La Sapientia. Mais ni chantier, j'ai dit, bon, je n'y vais pas parce que ni chantier, mais j'ai discuté et j'ai entendu son visionnaire. Je crois en la vision de cette institution, pas en cette institution. Je suis allé, j'étais en culotte déjà, pour préciser. Ces premiers jours, on m'a renvoyé. Je suis rentré, mais je suis revenu le lendemain. J'ai pris mon inscription et j'ai commencé à étudier petit à petit. Et c'est parmi les grandes décisions et meilleures décisions que j'ai eu à prendre. Je ne l'ai jamais regretté, ni d'avoir choisi La Sapientia, ni d'avoir choisi la communication. J'ai beaucoup aimé. Je finis le premier cycle. Il n'y avait pas encore de deuxième cycle à La Sapientia en communication. Et à l'époque, bon, il faut que je continue. On me demande de patienter. J'ai dit non, je ne patiente pas. Je vais à l'Unigom. Pendant que je devais avoir une bourse pour commencer la licence, je perds ma bourse, je vais à l'Unigom. Je fais 2 ans à l'Unigom. Et c'est là que j'ai commencé d'ailleurs à travailler à Business Without Borders. Et j'étais à La Sapientia pendant que je travaillais à Michapi à l'époque. J'étais allé pour mon stage et puis j'ai commencé à travailler. Après, je quitte Michapi, j'ai démissionné. Je suis allé à Business Without Borders avec Serge Kaliba, de qui j'ai aussi appris pas mal de choses parce que j'étais chargé de communication événementielle là-bas. Oui, je me rappelle, Kaliba, c'est vraiment parmi les grands frères qui nous ont inspirés. Ouais. Machiavelli, Kaliba, pendant qu'ils étaient encore musiciens. Justement. Robert King à l'époque, ouais. Oui, il aimait trop le marketing parce que à chaque fois qu'il venait à la maison, il me parlait de ses idées en termes de marketing qu'il aimerait faire et tout ça. Jusqu'aujourd'hui, en fait, il était très passionné, Kaliba, et je crois que c'est parmi les grands frères qu'on aimait vraiment beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup appris de lui, en tout cas. Il m'a donné une responsabilité. C'était mon premier poste comme chargé de communication. Mon tout premier. J'étais étudiant. Je lui donne la seule condition, ne m'appelle jamais s'il y a des urgences quand je suis à la faculté. J'ai un contrat à temps partiel, c'est-à-dire soit je travaille l'avant-midi, l'après-midi je suis au cours, soit je travaille l'après-midi, c'est-à-dire l'avant-midi je dois être au cours. Quand je suis au cours, notre contrat doit bien les stipuler. Je suis au cours, après je viens travailler. Il dit, Hilaire, ça ne sera pas possible. Mais bon, j'ai dit, j'insiste, on se met d'accord. Mais après, quand il y avait des urgences, parfois je devais quitter les cours pour venir au bureau. J'étais chargé de communication événementielle. À l'époque, nous avions certains clients, notamment le Petit Prince, le restaurant qu'il était en train de gérer à l'époque. Il fallait tout le temps, je quitte la faculté parfois à 16h, je dois aller travailler maintenant, je prépare un événement, je dois coordonner l'événement au restaurant. Parfois, on doit aller avec lui dans d'autres événements pour essayer de s'inspirer, pour réseauter avec d'autres chargés d'événementiel et tout. Ça m'a beaucoup appris, en fait. Mon premier plan de communication que je conçois, le plan événementiel que je conçois, c'était là-bas. Et lui, il savait me tapoter un tout petit peu pour me donner des corrections avec un ton humoristique comme il aime bien le faire. Mais j'apprenais. C'était vraiment un grand frère qui était là pour nous écouter et nous accompagner. Et juste après, d'ailleurs, ils étaient dans une réunion quand il m'avait appelé. Moi, je devais présenter le journal du soir à Michapi. Quand il m'appelle pour dire, il faut que tu nous aides dans le travail de la communication. Et c'est petit à petit que ça continue jusqu'à ce que je commence à faire du développement personnel. Après, je dis, j'ai vraiment besoin de prendre mon temps pour moi, de me concentrer sur moi, travailler sur moi. Et c'est comme ça que j'ai dit à Serge, il faut vraiment que j'abandonne. Je dois me reconcentrer sur moi-même pour essayer de travailler sur moi, pour faire mon développement personnel. Après, voir d'autres horizons et tout. Il dit, OK, sans problème. Mais après, il y avait d'autres clients comme Kivu Motor. Nous avons un client comme TVS. Et là, c'est après que j'ai travaillé dans la communication du Festival Amani, où on s'est encore plusieurs fois rencontrés. Et c'est donc un parcours qui m'a donné goût à la fois et qui m'a challengé. Et je suis fier aujourd'hui
de rencontrer toutes ces personnes qui ont apporté un plus, dont vous faites partie d'ailleurs. Merci. Merci, Hider. Merci, Jerry. Alors, s'il faut se dire, bon, voilà où vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes, c'est quoi le plus grand sacrifice que vous avez pu faire pour dire, j'ai sacrifié ça, mais aujourd'hui je suis ce que je suis? C'était quoi ces plus grands sacrifices? C'est l'impression que j'ai eue pendant longtemps d'avoir raté ma jeunesse. Vraiment, raté ma jeunesse. Ça veut dire? J'ai eu l'impression de m'être pris trop au sérieux, trop tôt. C'est vraiment une impression que j'ai eue. Mais après, je me suis dit que c'était pour une bonne cause. C'était pour une bonne cause et je ne le regrette pas. Puisque après, Dieu seul sait ce que je saurais si j'avais fait d'autres choix. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord dans la jeunesse? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la jeunesse? Pour dire qu'on rate ce qu'on devait faire dans la jeunesse. Je me prenais trop au sérieux. J'avais pas le temps avec les autres. Je devais aller chiller, comme Proté aime bien le dire. Il aime bien d'ailleurs. Je devais passer mon temps à chiller. Je devais passer mon temps, je sais pas moi, à pas me prendre au sérieux, pas avoir des responsabilités. Déjà, à 14 ans, j'ai créé le Gargi. Vous voyez un peu ce que ça fait? Ça fait que j'ai appris même la question d'administration sur le tas. Sur le tas, en tout cas. J'ai créé le Gargi à 14 ans. À 22 ans, je suis secrétaire facultaire et chargé de communication d'une université. Et enseignant d'université, à 22 ans. Pendant que, pour la plupart, ils me disent, ben voilà, c'est le temps où on commence peut-être à comprendre la vie, quoi, à sortir et tout. Mais bien sûr, à côté de cela, je n'arrête pas de me priver. Enfin, je ne me prive pas de passer du bon temps avec des amis. Si je dois passer du temps avec des amis, j'aime bien le billard. C'est mon passe-temps favori. Ça me détend terriblement. Je prends mon temps pour aller faire des parties de billard. Après, je peux aller prendre ma bière aujourd'hui avec ma femme. Et je suis déjà marié, au cas où... Je le sais. Voilà. Voilà, donc je suis très fier de cela. J'ai une magnifique petite fille qui s'appelle Aurore Nabintou. J'imagine qu'elle doit être magnifique. J'aime bien. C'est vraiment, vraiment une boule de joie. Et c'est la vie, elle continue. Et j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes expériences, j'apprends des personnes que je rencontre, j'apprends de mes étudiants. Et je leur dis souvent cela, ils pensent que c'est une façon de parler. J'apprends beaucoup d'eux par leur façon de réfléchir, leur façon de faire des choses. Et ma façon même de voir les choses avait vraiment changé. Puisque quand je commence à travailler à l'université, c'était le Mwalimou, l'enseignant qui doit se faire respecter à tout prix. Donc il fallait être très méchant. C'est le Mwalimou. C'est fatigant. Après, plus on est dans la carrière, plus on comprend en fait que c'est une question de partenariat, qu'il faut collaborer, qu'il faut avancer ensemble, qu'il ne faudrait pas faire qu'on vous craigne, mais faire en sorte qu'on puisse avoir le courage de vous dire même ce qu'on ne peut pas vous dire en temps normal. Et après, on apprend mieux comme ça. Tu sais, ça me rappelle un truc très très petit à la maison. Nishajifungia mshambre sana manaki. Mpaka mera na se pose la question, c'est petit à quoi? Allez m'appeler c'est petit. Ananiuliza, Jerry, tu as quoi? Je vais être sérieux. Alors, pour être sérieux, il faut que tu t'en... Voilà. Je n'avais pas de réponse. Et je crois que c'est parmi aussi les choses qu'on voit à Goma. Les gens ont envie tout de suite d'être sérieux, de prendre la vie trop au sérieux. Et moi, tu sais que j'avais cette impression-là parce que des fois, les gens me disent unajifungia sana ou tu es trop enfermé en toi et tout. À un moment donné aussi, je pense avoir raté ma jeunesse jusqu'à ce que je découvre un monsieur qui est dans le développement personnel qu'on appelle Jim Rohn. Je l'écoute beaucoup. Il a dit il a parlé d'un truc où il dit la vie est trop sérieuse. La vie est trop sérieuse. Et on doit prendre cette vie au sérieux. Le mariage est sérieux. La famille est sérieux. Le travail est sérieux. Partout, chaque chose est sérieux. Comment tu vas arriver à naviguer ce monde
qui est tellement sérieux et toi, tu es moins sérieux avec toi-même. Wow. Ok. C'est très compliqué parce qu'au travail, tu ne viens pas t'amuser. Bien sûr, bien qu'il y a des cultures où on s'est dit on peut s'amuser, mais c'est trop sérieux quand il faut créer quelque chose. Et là, je crois que c'est aussi ces débats qu'on aimerait avoir. Quand est-ce qu'on doit être sérieux avec notre vie? Surtout avec ces pays où tout est à refaire. Rien n'a pas encore de base. À côté de cela, en fait, il y a quelque chose. Ma femme m'a dit une fois, me dit, Hilaire, parfois tu te prends trop au sérieux. On était encore amis, on n'était même pas encore fiancés. C'était mon étudiante qui plus est. Donc du coup, même quand on commence la relation, j'étais un peu trop le Mwali. Non, le pas Bien sûr, bien sûr. C'est arrivé. Et moi-même, je me disais, bon, ok, il faut naviguer à la fois entre la casquette de Mwalimou et puis après, je suis censé être l'ami, le petit ami et tout. Comment? C'était dur, en fait. Et après, on devient fiancés et tout. Elle travaillait. À l'époque, il était encore chez Protection Internationale. Non, à Protection Internationale. Elle me dit, j'arrive à créer du plaisir dans mon travail, dans mon quotidien. Comment tu fais? Il dit, j'ai pas besoin de me prendre trop au sérieux. Si j'ai besoin, parce qu'elle fait du graphisme également, j'ai besoin de faire une conception graphique. Je commence à faire la conception graphique avec mes écouteurs, je chante, je passe du bon temps, je me fais plaisir. J'essaie de ne pas m'accrocher, de ne pas trop me faire avoir des nerfs solides. Je me fais plaisir dans le travail. Avec des amis, des collègues au bureau, j'essaie d'être là et d'être vraiment, vraiment avec la bonne énergie et tout. Et parfois, c'est compliqué. Cela parce qu'elle m'avait trouvé en train de lire un livre, Le bonheur au travail. Elle dit, c'est-à-dire que tu n'as pas le bonheur au travail. Si tu lis des livres sur le bonheur au travail, c'est-à-dire que tu essaies de créer le bonheur au travail. Ne cherche pas loin. Crée ton propre bonheur au travail. Crée ta joie. Crée ta routine. Comment tu fais? Je ne lui ai jamais dit, mais je crois que ça m'avait beaucoup aidé, en fait. Beaucoup, beaucoup. Après, c'est ma façon de voir même mes corvées, si je dois le dire ainsi, avait changé. Puisque je me dis, je me fais plaisir, en fait, en le faisant. Et c'est un peu ce que tu sais de dire. La vie est trop sérieuse, déjà, pour se la mettre encore, ou c'est la compliquer davantage. C'est très sérieux. Même le problème auquel nous faisons face, c'est très sérieux. L'insécurité est très sérieux. Ouais. Le chômage, c'est très, très sérieux. Ouais. Quand est-ce qu'on doit comprendre que tout est sérieux jusqu'à ce que on devienne sérieux nous-mêmes? Ouais. Exact. Est-ce que aussi on nous prépare à être sérieux dans la vie? Très bonne question. Je crois que c'est tout ce qu'on essaie de nous faire, en fait. On nous bombarde, en fait, des principes qui... J'aime bien un conférencier qui est un grand en art oratoire. Il s'appelle Jacques, je sais pas, quelque chose. Jacques André. Jacques André qui pense que nous naissons tous des démocrates et des personnes libres jusqu'à ce que nous puissions rencontrer la grande censure de ceux qui nous entourent et que nous puissions comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas faire. Alors on commence à être timide. Plus tard, on pense qu'on est né timide. Non, on n'est pas né timide. C'est juste qu'il y a eu une grande censure. Des gens qui n'ont pas été doux avec nous et qui nous ont fait croire qu'on devait avoir l'aval des autres avant de faire quoi que ce soit. Ce qui est bizarre, malheureusement. Et l'école et partout, on nous a dit qu'il faut être trop sérieux, il faut étudier pour être quelqu'un dans la vie. Et c'est bizarre puisqu'à un certain moment, on est face à ce contraste-là de la vie où on voit des personnes qui ont réussi. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de discuter avec des amis. On essaie de lister les grands pétroliers, les grands hommes d'affaires de notre ville et on essaie de voir leur bagage et leur niveau intellectuel. Ça laisse à désirer, en fait. Mais comment ils ont fait pour arriver à faire de l'argent? Et je pense qu'à un certain moment, c'est puisqu'ils n'ont pas été face à tous ces principes-là que nous essayons d'analyser avant de prendre des risques. Eux, ils prennent des risques. Et parfois, ils gagnent. Et nous, on nous a dit, avant de prendre un risque, il faut analyser ça, il faut analyser ci, il faut. Et au finish, on tourne en rond. Et le contraste de l'enseignant qui rencontre son élève en train de rouler carrosse
et qui est complexé face à cet enseignant-là. C'est ça l'enseignement que nous avons reçu. C'est dans ce modèle que nous avons grandi. Moi, je pense que j'ai une réponse à ça. Ok. C'est que, tu sais, en tant qu'étudiant en Afrique, au Congo, on pense que le fait de juste aller à l'école suffit pour gagner sa vie. Exact. Parce que j'étais même en train de discuter avec quelques-unes des étudiantes qui sont en stage ici, Okay. pour savoir qu'est-ce que tu fais après l'école. Le matin à l'école, après l'école, tu fais quoi? Dis non, j'ai besoin de me concentrer sur les études. Ok. C'est déjà la réponse. Oui. Alors, quand on essaie d'analyser les grandes personnes, les grandes personnalités, comme tu as dit, ils ont pris le temps de prendre des risques. Ce sont des gens qui, on te dit, ils ont commencé à travailler à 10 ans, 12 ans. Et ils ont l'expérience. Quand ils arrivent à 30, 40, c'est des personnes qui ont appris sur terrain. Exact. C'est vraiment des monuments. Sur terrain. Donc, ça veut dire que... Et moi, ce que j'ai recommandé, j'ai dit, c'est très important de s'impliquer dans d'autres choses bénévolement. Et je pense que tu l'as mentionné dans ton parcours. C'est que à un moment donné, tu n'as pas perdu ta jeunesse parce que tout simplement, tu étais dans les études, amoureux fou, mais c'est parce que tu as été dans des activités réelles. Exact. Dans la vie. Exact. Tu as essayé de créer des choses, tu as essayé de, je sais pas, construire certaines choses. Et ça t'a pris ta jeunesse. C'est comme si c'était toi, ta façon de jouer. Exact. Mon père, il me répétait toujours, l'ange gardien de la jeunesse, c'est le travail. Wow, ça c'est... Exact. L'ange gardien de la jeunesse, c'est le travail. Quand on est oisif, on est là, tout n'importe quel vent nous emporte. Waouh, ça c'est très profond. Et il me le disait toujours, et j'avais pris ça à l'esprit. Du coup, c'est après que je comprends en fait que ce que je pense avoir perdu ma jeunesse, mais après, parce qu'il est arrivé que j'ai discuté avec lui quand on a commencé notamment un projet dont je suis très fier et qui aujourd'hui porte de fruits avec d'autres générations, le projet Peace Builders Academy. Nous avons organisé, de la même manière que j'ai été formé dans une colonie de vacances, nous avons également commencé une colonie de vacances. Et dans ce cadre-là, nous avons encadré des enfants. Et un jour, je rentre à la maison, je commence à me plaindre. J'ai dit à mon père, il m'a demandé de l'accompagner. Il est allé prendre un verre avec ses amis. Et moi, je suis à côté de lui. Et on commence à discuter. Et je me lui dis, je suis un peu préoccupé. Ça fait 1 mois, nous sommes en train d'exécuter le projet Peace Builders Academy. Et mes collaborateurs, ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont rien. C'est des gens qui s'élèvent chaque matin avec un programme. Ils doivent être à temps au centre pour encadrer des enfants qui viennent. Et je n'ai pas de l'argent à leur donner. Et les enfants, ils sont là, ils sont exigeants et tout. Je ne sais pas comment je fais. J'ai l'impression qu'on va arrêter ce projet. On devait faire 2 mois, on va clôturer. Il n'y a pas d'intérêt dans l'histoire. C'est là que j'ai chuté. Et il m'a regardé et puis il a dit, de quel intérêt tu parles? Est-ce de l'intérêt de voir ta poche gonflée ou de l'intérêt de voir une situation changer? J'ai réfléchi et je lui ai dit, justement, je vois quand même que ces enfants, à voir comment ils sont venus, parce qu'on leur apprenait les métiers, certaines petites choses, à jouer la guitare, à chanter, à danser et tout, la peinture et tout ça. Je vois quand même qu'il y a des évolutions. Il dit, ok, c'est ça le salaire que tu as. Et ces enfants, demain, ils pourront faire pareil. Ça résonne encore dans ma tête. Aujourd'hui, ces enfants que nous avons encadrés, ils ont initié le même projet. Et ils nous ont invités pour venir voir ce qu'ils sont en train de faire. Je suis arrivé à Carmel pour voir ce qu'ils sont en train de faire et j'ai pleuré. Ils le font mieux que comment nous, on était en train de le faire. Les choses ont évolué, ils savent immortaliser les choses, ils ont appris aussi d'autres choses, mais la base, elle est là, et qu'ils nous aient appelés, parce que toutes les fois qu'on faisait cela, on participe au concours, on organise ce genre de projet, après on les invite à intégrer le Gargi. Pour ceux qui sont un peu plus matures, on les invite à intégrer le Gargi, on le forme, et après ils vont former les autres. Et Jerry, c'est sans salaire. Sans salaire.
Et quand je vois ce travail qui est en train d'être fait, je dis, je crois que ça va payer. Parce que mon objectif, ce n'est pas que nous puissions arriver à avoir des financements, mais mon objectif, c'est que nous puissions arriver à former des entrepreneurs qui seront chacun libres financièrement, stables financièrement, et que les bénéfices que nous allons faire chacun avec sa boîte puissent aider maintenant à financer les projets du Gargi. Pas à aller courir derrière des gens pour demander de l'argent. Après, il y a d'autres personnes qui font la politique, par exemple, des galettes. Vous vendez de galettes, après vous avez des dividendes pour pouvoir exécuter des projets. Pourquoi cela? Pour essayer de contourner la dimension de la comptabilité où on a de l'argent, mais où on doit travailler dans la redevabilité de ceux qui nous ont donné de l'argent et non pour essayer de résoudre un certain problème. C'est mon problème, c'est mon cheval de bataille depuis toujours et je pense qu'il faudra qu'on y arrive. Si nous, on n'arrive pas à le faire nous-mêmes, mais qu'on arrive quand même à inverser la donne pour que les organisations, en venant, qu'elles soient vraiment là pour résoudre les problèmes réels, pas pour justifier des fonds. En tout cas, j'aime la parole de ton père. Merci. Le travail est l'ange gardien de la jeunesse. Ouais. Ça, c'est sûr. Vraiment. Ça, c'est sûr. Alors, on a essayé de parler que, voilà, peut-être tout semble être rose, facile à faire. C'est quoi ces moments qui a été vraiment difficile où tu as eu des doutes et te dire c'est compliqué, peut-être que je ne veux pas y arriver, et qu'est-ce qui t'a permis de te dire tiens, je continue malgré tout? Alors, je crois la grande difficulté, ça vient souvent de moi-même. J'essaie de me remettre en question. Je suis en baisse de motivation. Et après, je me dis, bon, peut-être que finalement, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Peut-être qu'on ne devrait pas se battre pour tout ça. C'est des causes qui sont perdues d'avance. Oui. Et voilà, il arrive que j'ai un programme, je dois animer une formation. Après, j'appelle pour dire, désolé, je ne viendrai pas. Je suis tellement en baisse de motivation pour dire, ok, combien de formations j'ai eu à animer? Mais après, qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Tout en ne sachant pas, en fait, que ça peut être une formation de 10 personnes, de 20 personnes. On peut se dire, en fait, que c'est peut-être une perte de temps, mais il y aura une personne à qui cela sera bénéfique. Et c'est ça qui me donne le courage de le faire. Je me rappelle à l'époque, quand je commence avec le développement personnel, j'organise le premier stage intensif. J'envoie des messages aux amis et tout. Il y a l'un qui me répond et dit soit un autre qui dit aéroport. Donc, tu perds ton temps. Arrête avec tout ça. Viens, on est en train de prendre la bière. Viens, on va boire et tout et tout. Je dis, ok, je veux bien. Il y a ça, mais il y a aussi ceci qui me passionne. Et si vous pensez être vraiment mes amis, de la même manière que je dois vous soutenir dans vos initiatives, vous devez accepter mes initiatives et les soutenir. Et c'est un défi parfois, quand le doute il est personnel et que dans le cercle, certaines personnes n'arrivent plus à y croire et commencent à évoquer certaines choses. Parfois, on a envie de baisser les bras. Mais une autre difficulté parfois, c'est les manques d'argent. Quand on est en train de chercher, que l'on soit bénévole ou que l'on soit salarié ou, c'est pas moi, entrepreneur et tout ce qui va avec, je m'excuse, nous avons un dénominateur commun, c'est l'argent. Et il arrive que l'on ait des belles idées que l'on veut mettre en place, mais après, il y a un blocage sur le plan des financements. Après, on se dit, bon, après tout, pourquoi continuer? J'ai envie de baisser les bras pour dire, ok, je ne vais quand même pas prendre toute la réserve de ma famille pour mettre dans tel projet, pendant qu'au fond, l'éducation financière nous apprend à équilibrer plus ou moins. Il faudrait que l'activité soit autonome et tout ça pour pas que je mélange les choses, les chiffres et tout et tout. Après, ça décourage. Mais après, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'en sort pas indemne. On apprend. Même quand ça n'avance pas, on apprend. Même quand il y a des blocages, on apprend. Et ce qui nous décourage parfois, c'est des gens qui n'ont pas le courage de faire le peu que nous arrivons à faire. Mais à la base, ils sont en train de vouloir faire la même chose. Du coup, ça m'encourage puisque je me dis « I never lose, I either win or lean », comme disait Nelson Mandela. Et je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais dans tous les cas, je continue. En tout cas, c'est soit je perds, soit je gagne ou soit je gagne ou j'apprends.
de toutes les façons, quand bien même ça peut échouer, on aura appris quelque chose. Exact. Pour recommencer à nouveau ou différemment. Exactement. Peut-être on sera en train de finir cette riche conversation. Mais il y avait la question, bien sûr, qui était la question phare pour moi, qui me tenait à cœur. Tu es dans ce monde où on prépare la nouvelle génération, ou cette même génération, à prendre la relève. On se dit que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est les conséquences peut-être d'une génération qui est venue avant nous. Et à un moment donné, on est là à critiquer. Par exemple, moi je donne l'exemple de peut-être nous on est là, on regarde certaines choses à la RTNC, on est du même domaine et tout. On s'est dit que bon voilà, ils n'ont pas bien fait et tout ça. Et moi la question que je me pose, au lieu de critiquer comme ça, si on était à cette place, qu'est-ce qu'on peut se dire on a préparé pour faire mieux que ce qu'ils sont là maintenant? Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes en train de préparer une jeunesse qui va faire une relève avec excellence de tout ce qui est en train de se passer? Que ce soit à l'université, que ce soit peut-être nos efforts en termes d'initiative, est-ce que on est en train de effectivement préparer cette relève qu'on peut dire va amener le Congo à la différence? C'est une très bonne question. Et je veux le dire avec consternation, mais non, on n'est pas en train de préparer la relève. C'est plutôt l'inverse. Nous allons de mal en pire. Je vais donner un exemple d'une discussion que j'ai eue récemment avec un ami artiste. Pardon? D'une discussion, disais-je, que j'ai eue récemment avec un ami artiste, de la marche qui avait été faite par les artistes pour demander le départ d'un ministre de la Culture qui n'était pas artiste. Après, je pose la question à mon ami, et vous vous attendiez à quoi? Non, on s'attendait à ce que le gouverneur demande à ce que le ministre démissionne. Oui, et ensuite, qu'on nomme un ministre artiste, ou qu'on nous demande de proposer un ministre artiste. J'ai dit d'accord. Entre nous, c'est quoi le profil qu'on a présenté de la personne qui pourrait remplacer celle-là? Il n'y avait aucun profil. Et c'est là que je leur dis, la lutte pouvait bien aboutir, mais pour créer une guerre entre vous, vous allez vous battre pour avoir ce poste-là. Parce qu'au finish, ce n'est pas le fait qu'il soit artiste le problème. Au finish, c'est un problème qui est ailleurs. Dans nos institutions, que ce soit à l'université et partout, il nous manque quelque chose. Le repère, le modèle. Il nous manque de modèle. Jerry, je ne suis pas fier de le dire, mais j'ai étudié en communication. Je n'avais jamais vu un professionnel venir à l'auditoire pour m'enseigner. Nous voulons des profs, d'accord. Il vient, il a fini l'université, mais il n'a jamais géré ne serait-ce que la communication d'une association. Mais qui va quand même t'enseigner la communication des organisations. Oui. Et après, quand vous venez avec des cas, il va répondre selon que les auteurs ont dit, pas selon son expérience. Et ça nous manque. Et à côté de cela, il y a une certaine éducation en profondeur où on devrait délocaliser. Pas préparer la relève, mais préparer les jeunes à tracer leur propre route. S'il faut faire la relève, c'est-à-dire continuer dans les mêmes bêtises dans lesquelles nous sommes. Et moi, personnellement, je ne serais pas partant pour cela. Mais si on peut amener les jeunes à penser d'eux-mêmes,
penser d'eux-mêmes, à réfléchir d'eux-mêmes, proposer des solutions d'eux-mêmes. Ce serait l'idéal. Si ça pouvait être difficile à l'époque, imagine aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous allons de mal en pire, que ce soit sur le plan de l'enseignement. Nous allons recruter des enseignants, oui, mais déjà, je me rappelle avoir posé même une objection. Je ne suis pas fou pour le fait de recruter des enseignants sur base de leur pourcentage. Je n'ai jamais été pour. Je peux distinguer, mais je ne suis pas intelligent. Sans comprendre. Comme un auteur l'a dit, je n'encouragerai jamais mon enfant à être premier de la classe. Cela voudra dire qu'il n'a pas le temps il n'a pas du temps pour sa vie sociale. Je n'encouragerai pas non plus mon enfant à avoir moins de 50. Cela voudra dire qu'il est bête et que moi aussi je le suis. Je l'encouragerai à être dans la moyenne. Cela voudra dire qu'il a du temps pour les études, il a aussi le temps pour sa vie sociale. C'est sa manière de penser. Mais à quel modèle on est en train de préparer de jeunes? Que nous puissions avoir une promesse sur la question de l'entrepreneuriat. Mais quel modèle d'entrepreneuriat nous avons? Que ce soit une politique sur le plan national, que ce soit des initiatives qui sont encouragées, ou tout ce qui va avec. Comment est-ce que nous encourageons ceux qui sont en train de venir? Il y a des talents. Encore une fois, ce n'est pas pour critiquer. Il est organisé un concours des plans d'affaires, mais on recrute des gens sur base de l'élaboration des plans d'affaires. Pendant qu'il y a des gens qui sont dans le business depuis très longtemps, qui vivent de leur business, mais qui ne sont pas sélectionnés simplement parce qu'ils ne savent pas rédiger un plan. Sur base de quels critères nous mettons l'évaluation de nos réussites? Désolé de le dire ainsi, mais j'ai l'impression que parfois nous sommes un pays sans repère. Nous n'avons pas de ligne directrice. On marche à vase clos. Et je le dis au niveau national, certes, parce qu'il y a des responsabilités au niveau local et qui sont très partagées, mais au niveau national, parce que ça devait être une politique qui est bien tracée et qui guide les élèves depuis le début. À quelqu'un de me dire que la particularité chez nous, dans notre pays, c'est que les concepts, ils commencent et comment on va maintenant faire les choses, c'est la question qu'on se pose après avoir lancé le concept. Nous parlons du LMD, ok, c'est une chose. On lance le concept. Et après, on se met pour dire comment on va mettre en place le LMD. On parle de la gratuité, ok, c'est dit. Mais après, on se met maintenant pour dire comment la gratuité serait effective. Mais qu'on inverse un tout petit peu les choses. Notre jeunesse, notre génération est, je ne sais pas moi, témoin du plus grand temps de l'histoire des détournements, depuis le début de l'histoire de notre pays. Du plus grand temps. Du plus grand temps. Les records historiques. Les records historiques. Ça a existé peut-être depuis très longtemps, mais aujourd'hui, c'est quand même catastrophique. C'est à la face du monde. Mais après, nous sommes aussi témoins de cette impunité-là. Comment je vais vouloir dire à quelqu'un de ne pas voler $100 et vouloir punir quelqu'un qui a volé $100 pendant qu'il y a l'impunité au plus haut sommet? Je pense que c'est contradictoire et ce que nous sommes en train de faire, c'est que c'est empoisonner la jeunesse. On n'est pas en train de donner le modèle. Mais plutôt, si on peut arriver à essayer de réfléchir sur les opportunités que nous avons. Nous avons des histoires, nous avons des exemples, nous avons des choses à vendre aux étudiants. Pas des artistes des théories livresques à venir leur donner. Non, de manière concrète. Je dis n'importe quoi. Vous êtes en train d'encadrer des étudiants de la Sapientia en communication qui sont en stage. Ça, c'est un exemple concret. Ce qu'ils vont apprendre ici, pour la plupart, vaudra plus sur le plan technique que ce qu'ils auront appris peut-être pendant toute l'année. Pourquoi? Parce qu'ils ont su entrer en contact avec comment ça se fait. Et ils l'ont fait. Mais à chacun maintenant de dire, est-ce que je continue à le faire ou je ne le fais pas? Parce qu'après, il sera de la responsabilité de NNP de pouvoir encadrer ces étudiants. Mais après, ils finissent la période des stages, ils sont voués à leur triste sort. Chacun doit se débrouiller, chacun doit produire, chacun doit travailler. Mais si on ne produit pas, on sera surpris que l'on soit en train de régresser. Et après, quand ils reviennent l'année prochaine pour les stages, ce sont les mêmes questions qui seront posées. Parce qu'il y aura une responsabilité partagée, et de votre part, et de notre part, pour le suivi et la pérennisation de ce qu'ils auront appris. Pour que l'année prochaine, ils puissent apprendre autre chose, différemment de ce qu'ils auront appris. Et si cela a été fait jusqu'au niveau national, je pense que ça serait un exemple éloquent. Et on serait fiers de dire, on va investir dans telle chose parce qu'on est en train de s'attendre à telle autre chose. Mais nous n'avons pas de modèle. Pas du tout. Et cela à tous les niveaux. Dans notre secteur de l'éducation, que ce soit sur le plan politique,
là, ça laisse à désirer. Que ce soit sur le plan entrepreneurial, n'en parlons pas. Que ce soit à différents niveaux, il n'y a pas de modèle. Et je ne sais pas ce qu'on sera demain quand l'intelligence artificielle se sera bien installée. Il faut apprendre l'intelligence artificielle. Exact. Alors, je crois que ton parcours en soi, en tout cas, comme j'ai essayé d'analyser, c'était découverte à découverte par un système qui n'est pas formel. Justement. Juste des personnes qui pensent que tu peux faire ça, ils t'orientent. Lui pense que tu peux faire ça, il te dit ça. Ça serait quoi la meilleure façon de préparer cette jeunesse d'une manière intentionnelle à prendre la relève? Pas en état cascadeur comme on l'est actuellement. Peut-être je découvre ma passion sur base de X et Y, Z, ou pas vraiment à travers un système qui est bien tracé et qui favorise cela. Ça serait quoi l'idéal? Ça serait quoi la meilleure façon de faire les choses? Merci beaucoup. Ce serait déjà de le plus jeune âge de commencer à instaurer des notions de l'école alternative. L'école alternative, c'est-à-dire, je me rappelle avec le Gargi, j'avais initié un projet, mais qui n'est pas encore exécuté comme conçu initialement. L'école sous l'arbre, c'est le nom du projet, où on devait former des élèves qui n'ont pas la possibilité de pouvoir aller à l'école. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une initiative que j'avais même commencé à la Sapientia avec le programme Élite. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Là, on donne des cours qu'on ne trouve pas à l'auditoire, notamment l'intelligence financière. C'est un problème très sérieux. Et j'ai découvert cela quand j'ai lu le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, où il donne son expérience. Il dit il faudrait faire un challenge, faire en sorte que chaque somme d'argent qui passe entre mes mains, je puisse en garder minimum le 10%. Cela signifie, n'est qu'à pas ta 1000 francs, n'est que 100 francs. À la base, le 100 francs ne signifie rien. N'est qu'à pas ta $100, n'est que 10 $. Et c'est après que tu comprendras que 1000 $, c'est l'ensemble de plusieurs 10 $. 100 $, c'est l'ensemble de plusieurs 10 $. 1000 $, c'est l'ensemble de plusieurs 100 $, ainsi de suite. Quand on voit la somme de manière globale, on n'a pas le courage d'épargner parce qu'on se dit « Ah, mais quand on fractionne, psychologiquement, ça nous facilite, ça nous allège. J'ai 100 $, je ne garde que 10 $, je le fais avec plaisir, je ne me sens pas très touché. Mais après, ça produit des fruits. Et ça, c'est avec toutes les sommes qui passent entre mes mains. C'est juste une des leçons de l'intelligence artificielle. Et on n'a pas eu l'intelligence artificielle. Pas l'intelligence artificielle, l'éducation financière. On n'a pas eu la chance d'apprendre l'éducation financière. Un jeune, il m'a harcelé pendant 3 mois en train de me demander un capital de 30 $ pour démarrer son business. Il y a Wijishama Unité. Et pendant ces 3 mois, j'ai fait exprès. Il était toujours connecté. Il regardait mes statuts pendant 3 mois. Mais il attendait que moi, je lui donne 30 $ pour qu'il commence un business. Pendant 3 mois. Il perd son téléphone. Il va s'ingénierer, faire tout pour arriver à avoir le même téléphone ou un peu plus supérieur à ce qu'il avait. Mais pourquoi cette même énergie, ce même génie que nous mettons pour chercher le matériel, on ne peut pas le mettre dans nos propres projets? Et ça, on ne nous a pas appris à l'école. Il y a la question de l'intelligence financière, il y a la question de la gestion du temps. Comment arriver à être efficace dans le travail? J'ai fait une tournée de conférences avec les élèves finalistes. Et cette année, de manière particulière, on ne faisait pas que la sensibilisation. Parce que moi, je me dis, bien sûr, on va sensibiliser, on va faire la com, on va faire du marketing parce qu'on a besoin des gens, mais on a surtout besoin que nos jeunes ne puissent pas commettre les mêmes erreurs. Et pendant cette tournée de conférences, j'étais en train de parler du profilage. Comment analyser son propre profil? En quoi je suis fort? En quoi je ne suis pas fort? En quoi je peux m'orienter? Il y a ce problème-là. On n'a pas eu la chance de faire notre profilage. Du coup, on est en train de faire tout ce qui se présente.
Mais si quelqu'un, il a des notions déjà, dès son plus jeune âge, d'intelligence financière, de la gestion du temps, comment il peut arriver à s'écrire des lettres. Et j'ai donné l'exemple, puisque j'ai un petit papier avec moi, dans mon portefeuille, où j'écris mes projets pour 2025. Et chaque fin du mois, je me mets et j'essaie de cocher, je me dis où est-ce que j'en suis avec mes projets de cette année. Mais est-ce que nous avons cette culture-là? On ne l'a pas appris. Et l'année va finir, on va aller dans des églises, on va prier pour le réveillon de 2026, et ça sera la même routine. La même routine. Ok, il y a eu un problème, fermeture de banque, il y a eu la guerre et tout ce qui va avec. Oui, mais qu'est-ce qui change? Des gens vont dire, ok, Hakuna Makuta. Oui, Makuta Yakufani. C'était quoi le projet? Qu'est-ce qui retarde le projet? Si on sait c'était quoi le projet, et on tient à ce que ce soit exécuté dans le temps, alors on va trouver des alternatives. Il n'y a pas de banque, certes, mais n'est-ce pas qu'on est en train de vivre? Il y a des gens qui sont en train de construire. Il y a des projets qui continuent. On n'a pas eu cette chance. Donner des cours de développement personnel, ce ne sont pas des théories livresques. Le développement personnel, c'est un ensemble de défis. Si on ne sait pas s'élancer des défis, alors il y a un problème. Et nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Malheureusement, nous sommes programmés dans un système des miracles, où je voudrais avoir de l'argent, et je me dis, c'est ça que l'on dit en fait. Ma 10 heures, il n'y a pas ta sambal. Ma 10 heures, il n'y a pas ta sambal. Bila plan. Et on a été programmé comme ça, malheureusement. Et sans tenir compte d'une théorie en développement personnel très importante, la théorie de la ferme. Quoi que je fasse, pour quelqu'un qui a fait l'agronomie, par exemple, pour arriver à avoir une plante comme ça, de cette taille, une plante comme celle-là, une plante naturelle de cette taille, il va te dire, ça va prendre autant de temps pour que ça arrive à ce niveau-là. Et il faudrait telles conditions, climat et tout ce qui va avec. Peu importe mon urgence, avant cette période, je ne peux pas avoir les résultats que je suis en train de voir. Et nous, on ignore parfois la théorie de la ferme. Malheureusement, ceux qui font le marketing l'ont compris. On nous vend des miracles parce qu'on veut voir les changements instantanés. Au kapakala mafuta utalunka kesho mu 7 jours. Mwili yako chatereza. Ukafanya hivi tumbu itaisha. Parce qu'on veut des miracles, sans comprendre la théorie de la ferme, que chaque produit doit respecter un certain cycle pour arriver à tenir. Oui. Et dans le développement personnel, ce ne sont pas des théories que l'on va suivre, des motivations qu'on va suivre, non. Mais arriver à comprendre la théorie de la ferme et lancer des défis dans un temps. Je sais que je veux avoir une nouvelle habitude, je commence aujourd'hui. En 9 jours, je commence à être plus à l'aise dans l'habitude. À 21 jours, psychologiquement, c'est prouvé. Si je fais 21 jours en train de faire une chose, le 22e jour, ça va s'ancrer. Alors, comment on y arrive sur l'échelle nationale, je sais pas, régionale, sur grande échelle? Comment on y arrive? Je pense qu'à ce niveau-là, il faut juste une bonne volonté. Une bonne volonté. Et je me dis, il faudrait qu'on arrive à un certain moment à ne pas avoir peur des autres, mais se reconcentrer sur nous-mêmes. Je ne suis pas politique, je ne suis pas dans cette question-là, je suis un analyste simple, mais à un certain moment, je me dis qu'il faudra que nous puissions arriver à avoir des dirigeants qui n'ont rien à perdre. Rien à perdre des relations diplomatiques, exactement comme le modèle des entrepreneurs. Quelqu'un qui n'a rien à faire des autres, les modèles politiques. Il ne faut pas tenir tel discours pour ne pas vexer tel nom, mais quelqu'un qui est focus sur l'intérêt de sa population, que sa population. Ça va vexer certains États, ça va faire à ce qu'on puisse rompre certains partenariats, oui, mais peut-être que ça sera bénéfique. On se reconcentre sur nous-mêmes et on essaie de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Sans avoir peur parfois, ou Sikwaze Fulani, ou Sikwaze Fulani, même dans une famille. Quand vous êtes là avec Maboga Boga, dans un groupe et tout, vous n'avancez pas. Mais quand il y a parfois des personnes, on va les prendre pour des troubadours parfois, des troubles faits, mais qui disent tout ce qu'elles pensent. Et au final, ces personnes n'ont pas de problème avec qui que ce soit et qui vivent paisiblement. Il nous faudrait ce genre de modèle. Je suivis les documentaires récemment de l'ancienne Haute Volta, le Burkina Faso. J'essaie de voir ce qui se fait là-bas. J'ai dit, je crois qu'on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. C'est des exemples concrets d'entrepreneuriat, des exemples concrets des initiatives de l'État, des exemples concrets de la dénonciation de ce qui se fait. Qu'est-ce qui nous manque pour arriver à le faire? Alors, hier, pour les jeunes, bien sûr, en attendant que peut-être
la magie s'opère, un miracle s'opère, qu'on arrive à avoir un système national ou un peu à grande échelle, c'est quoi ces conseils que tu peux donner à tous ces jeunes qui nous écoutent maintenant? Ce sera simple, d'être acteur dans leur vie, pas spectateur. La magie ne viendra pas de n'importe où, mais des autres. C'est ici. Chacun avec ses problèmes, chacun avec ses difficultés. Amani. On avance en tourne à Pambana de manière... La vie, elle est réelle, en fait. Ces problèmes que nous rencontrons, ce sont nos réels problèmes. Maintenant, là, on est en train de parler. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir avoir $1000. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être je suis sur cette table, je n'ai même pas $100. Mais je ne vais pas passer ma vie en train de me plaindre parce que je manque $100. Mais que je puisse plutôt essayer de voir du bon côté des choses. Quand j'ai des problèmes, et c'est la chance que nous avons, je vais le dire, ce n'est pas une théorie. Nous avons la chance d'avoir des problèmes. Et les problèmes créent des entrepreneurs. Et les problèmes créent des entrepreneurs quand on inverse la façon de voir ce qui nous arrive. Quand on inverse la façon de voir ce qui nous arrive. Pas comme si Maïcha et Naïcha. Oui, c'est comme si on attendait les saluts de quelqu'un d'autre pour nous sortir de ces problèmes. Justement. On est en train de parler avec tout le monde. Non, hakuna makuta jo banki zinafunga. Oui, banki zifungule saa hizi zinafungula. Uko na ngapi ndani? J'ai posé cette question à quelqu'un de unaniambia mbaya. Hapana, uko na ngapi? Banki zifungule saa hii tout de suite. Les banques ouvrent. Uko na ngapi ndani? On n'a pas la culture d'épargne. Mais tout le monde se plaint que banque zinafunga. Bebi kuna makuta mu banki banajulikana. Ni ba mwa bakusabia. Nabiko atumika. Nabiko natumika saa hii, nabiko na fala. Nabiko azingiza. La vie est réelle. Donc, on arrête de se plaindre. Chacun prend pour soi, et on essaie de voir comment faire pour avancer. Comment résoudre nos problèmes. Et on ne pourra le faire que ça, ton haïtikana. Je sais que dans tel domaine, si je veux bien faire, je dois m'accompagner de tel. Dans tel domaine, si je veux bien faire, je dois m'accompagner de tel. Chacun accepte ses limites, chacun accepte les efforts de l'autre. Là, on peut avancer. On peut faire quelque chose. Mais on ne veut pas associer les autres, on veut faire les choses seuls, on ne veut pas faire demander aux autres parce qu'on va penser qu'on n'est pas intelligent. Arrêtons. On a tous des problèmes. Avançons ensemble. Peut-être que tu as une solution à un problème et une solution qui pourrait faire de l'argent, mais moi, je ne sais pas te partager puisque je me dis, il faut nous écouler mes péquets. Et au finish, je n'ai pas de solution à mon problème et toi, tu n'as pas d'argent. Mais quand on arrive à réseauter et à être ouvert, je crois que ça va nous permettre de pouvoir résoudre nos problèmes et de ne pas attendre un miracle. Il n'y aura pas de miracle, désolé. Merci beaucoup, Hilaire, pour cette discussion vraiment riche je peux dire en formation. C'était une séance de formation, ça. Mais aussi de développement personnel. Donc, en tant que jeunes, n'attendons pas les saluts de qui que ce soit. Je crois que nous sommes des acteurs dans notre propre vie. Nous sommes ceux qui écrivons notre propre histoire. Et pour écrire cette histoire, il n'y a pas de raccourci. Exact. Donc, soit on met la main à la pâte et on accepte de se salir et de suer. C'est ce que j'ai dit ici à mes collègues. Dieu nous a déjà fait une promesse. Tout à coup, là, quoi, Jasho. Et Dieu est juste dans ses promesses. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il est déjà chaud? On sera sûr qu'il n'a pas. Est-ce que tu n'as yonaka? Pour se dire que bon, voilà, n'a chié tout à coup là. Parce que Dieu, il ne blague pas avec ses promesses. Donc, nous allons finir ce NNP podcast. Merci beaucoup à Hilaire d'être passé, d'avoir pris de ton temps pour nous prêter un peu de ce que tu sais, de ce que est ton histoire, ton parcours. Je crois que au moins 2-3 personnes seront inspirées par ce qu'ils auront écouté. Karibu tena. Alors, c'est la fin de ce NNP podcast. On reste concentré surtout. Restons créatifs et allons de l'avant. À la prochaine et n'hésitez pas à partager cette édition à toutes ces personnes que vous pensez doivent nécessairement écouter cet épisode. Passez-lui les liens. C'est une meilleure façon aussi de contribuer à notre construction en tant que nation.
merci à tous et à la semaine prochaine. Rap.